Nous sommes le 29 juin 2009, au tribunal fédéral de New York. Des journalistes venus du monde entier se sont rassemblés pour entendre la peine qui va être prononcée à l'encontre de celui que l'on surnomme l'escroc du siècle. Son nom, Bernard Madoff, un magnat new-yorkais de la finance. Il a détourné, tenez-vous bien, plus de 65 milliards de dollars sur le dos de ses victimes. Environ 60 milliards d'euros. Mais comment cet homme que tous considéraient comme un génie de la finance en est-il arrivé là? Comment, durant près de 40 ans, est-il parvenu à berner ses milliers de clients ainsi que tous les organismes de contrôle financier? Aujourd'hui, je vous raconte cette incroyable arnaque, celle du plus grand escroc de tous les temps. Jusqu'en 2008, date du krach boursier qui va signer sa chute, Bernard Madoff est considéré à Wall Street comme un financier hors pair. Wall Street, je vous le rappelle, c'est le surnom que l'on donne à la bourse de New York, la place financière la plus puissante du monde. En promettant des placements sûrs et des intérêts annuels mirobolants, Madoff écrase littéralement la concurrence. Lui confier ses économies, c'est l'assurance de gagner beaucoup d'argent. Ses clients viennent de tous horizons. Ce sont de simples particuliers, des organisations caritatives ou bien des gestionnaires de fortune comme le français Thierry de la Ville-Huchet, dont on reparlera tout à l'heure. Parmi ses clients, on trouve également des célébrités comme Steven Spielberg ou John Malkovich. Toutes ces personnes lui font une confiance aveugle et ils sont à 1000 lieues d'imaginer que l'argent qu'ils lui ont confié, la plupart ne le récupéreront jamais. Avant de vous expliquer comment Bernard Madoff s'y est pris pour détourner des milliards, il faut d'abord que je vous raconte d'où il vient. Et vous allez voir que Bernie, c'est son surnom à Wall Street, a été à bonne école. Il grandit dans une famille de financiers. Ses parents sont à la tête d'une société baptisée Gibraltar Security. Ça sonne bien. Sauf que Ralph et Sylvia Madoff sont en permanence à la limite de la légalité. Entre impayés, redressements fiscaux et suspicions de sociétés fantômes, leur petite entreprise sent la magouille à plein nez. Si bien qu'au début des années 60, le couple finit par attirer l'attention des organismes de surveillance. Une enquête est ouverte, mais ils s'en sortent miraculeusement. La mère, qui sent le vent tourner, dissout in extremis la société, ce qui permet au couple de passer entre les mailles du filet. À cette époque, Bernard Madoff a 20 ans. Il assiste au déboire de ses parents, mais ça ne va pas l'empêcher de suivre le même chemin. Avec 5 000 $ en poche, il fonde à son tour une société d'investissement. Sa spécialité, la vente et l'achat d'actions non cotées en bourse. Plutôt doué, et dit-on fort sympathique, il se taille rapidement une excellente réputation en tant que teneur de marché. Un teneur, c'est un intermédiaire qui achète et vend des actions pour le compte d'entreprise. Cette activité est légale, mais à terme, Bernie le sait, ça ne fera pas de lui un millionnaire. Pour faire de l'argent, il doit pénétrer le sein des seins. Je parle du New York Stock Exchange, autrement dit, la bourse de New York. Pour ça, il a sa petite idée. En surfant sur sa bonne réputation, il recrute des clients, une vingtaine au total, auxquels il promet des placements en bourse très rentables. Précisons qu'il se garde bien d'exercer cette activité dans le cadre de sa société. Il procède dans l'ombre, ça, ses clients ne le savent pas. Son objectif donc, c'est d'investir leurs économies sur des actions à haut risque pour gagner vite et gros. Mais le revers de la médaille, c'est qu'au moindre mouvement à la baisse sur les marchés, il peut tout perdre. Et pas de chance, c'est ce qui se produit. Une mini-crise boursière éclate en 1962. Madoff perd l'intégralité des sommes qu'il a investies, 30 000 $. Si l'affaire s'ébruite, il est grillé à tout jamais à Wall Street. Mais le jeune financier ne s'annonce pas vaincu. Il retourne habilement la situation grâce à un tour de passe-passe. Il demande à son beau-père, qui est expert comptable, de lui prêter discrètement cet argent afin de rembourser ses clients. Aussitôt dit, aussitôt fait. Madoff restitue toutes les sommes qu'on lui a prêtées et l'histoire s'arrête là. On ne peut pas encore parler d'escroquerie, tout au plus de magouille. Mais en attendant, aux yeux de tous, Madoff passe pour l'homme qui a réussi à esquiver le krach boursier. Et il se forge peu à peu une réputation
de fins stratèges sur les marchés. Au début des années 70, son aura est telle qu'on lui propose de contribuer à la fondation du Nasdaq. Il s'agit d'une nouvelle bourse des valeurs 100% électronique qui attire de nombreuses entreprises, principalement dans le secteur des technologies. Le Nasdaq connaît un succès sans précédent. Bernard Madoff en deviendra le président de 1990 à 1993. Mais c'est grâce à un autre événement qu'il assoit définitivement sa légende. Il s'agit d'un krach boursier, l'un des pires de l'histoire. Le lundi 19 octobre 1987, un mouvement de panique s'empare de la bourse de New York qui perd plus de 22 points en une seule journée. On n'a rien vu de tel depuis 1929. Pour éviter la ruine, l'ensemble des acteurs du marché cessent sur le champ d'acheter des actions. Tous, sauf un, Bernard Madoff. Contre toute attente, il continue d'acheter des titres comme si de rien n'était. En agissant ainsi, sa société parvient à fluidifier le marché, contribuant à atténuer le mouvement de panique. Pour Madoff, c'est un coup gagnant inespéré. Cette crise aurait pu lui coûter son entreprise. Eh bien, au contraire, elle le positionne comme le financier le plus fiable de Wall Street. À la bourse de New York, Bernie est désormais le king. Il en profite alors pour relancer son activité occulte de conseiller en investissement. On lui confie ses économies, Bernie s'engage à les faire fructifier. Manifestement, il n'a pas été vacciné par son échec de 1962. Au contraire, cette fois, il va même plus loin. Il fait miroiter à ses clients des placements sûrs à 100% ainsi que des taux d'intérêt annuels défiant toute concurrence jusqu'à 15% par an. Pour un connaisseur, ça ne tient pas debout. Les taux d'intérêt annuels dépassent rarement 4 à 5%. Mais ses clients, eux, ne se posent pas de questions. Ils ont affaire à Bernard Madoff, le génie de la finance. Leurs économies sont entre de bonnes mains. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en réalité, Bernie se garde bien de placer leur argent en bourse. Les millions qu'on lui confie terminent sur un compte en banque, le sien. C'est le début d'une gigantesque arnaque. Alors vous allez me dire, comment fait-il pour verser à ses clients les 15% d'intérêt annuel qu'il a promis? Eh bien, il utilise un stratagème bien connu, la pyramide de Ponzi. Le principe est assez simple, il consiste à piocher dans les finances de ses nouveaux clients pour rétribuer ou rembourser des investisseurs plus anciens. Concrètement, lorsque Madoff promet à une personne qui lui confie 10 000 €, 15% d'intérêt par an, il utilise en réalité les capitaux apportés par les nouveaux clients pour les lui verser. Bernard Madoff n'est pas l'inventeur de cette magouille. Elle a été popularisée par un escroc italien nommé Charles Ponzi, d'où son nom, la pyramide de Ponzi. Toutefois, ce système est fragile et finit toujours par s'écrouler. Lorsque, par exemple, les retraits d'argent des clients deviennent trop nombreux et trop importants. C'est ce qui va arriver à Bernard Madoff, on y reviendra tout à l'heure. Ou alors, quand les sommes apportées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir la rémunération des clients. Pour alimenter sa petite entreprise, Bernard Madoff a donc besoin de recruter sans cesse de nouveaux pigeons. Pour mettre ses victimes en confiance, le financier leur fait croire qu'ils sont triés sur le volet, qu'ils refusent du monde, ce qui attise la convoitise des plus fortunés. Pour ouvrir un compte chez Bernie, il faut donc montrer patte blanche et aussi rester très discret. On demande à chaque nouveau client de ne pas ébruiter le nom de Madoff. Et ça passe. Les gens sont aveuglés par sa bonne réputation et son extrême bonté. Il est malin, Bernie. Il a toujours un petit mot gentil pour ses clients. Il n'oublie jamais d'envoyer une petite enveloppe pour un anniversaire ou un mariage. Tenez, après la mort accidentelle d'une employée, par exemple, il ouvre un compte pour subvenir à l'éducation des enfants. Et pour couronner le tout, il verse des sommes astronomiques à des œuvres de charité. Bon, il arrive quand même parfois qu'on lui demande des comptes, mais il a tout prévu. Dans un bureau secret situé 2 étages sous les bureaux de sa société, il a mis en place une équipe de 2 personnes chargées de produire des faux documents, des relevés d'activité, des fausses factures, et j'en passe. Ça, bien sûr, personne n'est au courant. Ni les employés de sa société, ni les membres de sa famille qui travaillent pour lui. Son frère, Peter, sa femme et ses 2 fils, Mark et Andy. Toutefois, au tournant des années 2000, des bruits commencent à circuler. La SEC,
l'organisme de régulation des marchés financiers reçoit un beau matin le rapport d'un certain Harry Markoupoulos, un analyste financier. Il démontre, preuve à l'appui, que Madoff a organisé une pyramide de Ponzi de plusieurs milliards de dollars. Le rapport est accablant. Mais par chance, Bernard Madoff possède de nombreux amis au sein de l'organisme auxquels il a rendu de précieux services par le passé. Il leur a permis, entre autres, de faire arrêter des fraudeurs qui sévissaient sur les marchés à une certaine époque. In today's regulatory environment, it's virtually impossible to violate rules. On croit rêver. Mais cela suffit à faire de lui un homme insoupçonnable. Alors, on le laisse tranquille. Furieux de ne pas être pris au sérieux, Markoupoulos alerte les médias. L'organisme est obligé de procéder à des vérifications. Pour Madoff, pas de quoi s'alarmer, l'enquête se résume à un simple coup de fil au cours duquel on lui demande s'il possède un fonds spéculatif secret. À votre avis, que répond-il ? Non, évidemment. Fin de l'enquête. Toutefois, les articles parus dans les journaux alertent plusieurs clients qui demandent à vérifier l'historique de leur portefeuille d'actions. Aucun problème, avec 2 de ses acolytes, Bernie crée une interface numérique entièrement fictive. Elle retrace des transactions tout aussi fictives des actions de ses clients. Il va même jusqu'à créer un faux livre de compte et pour lui donner un air usé par le temps, il leur demande de malaxer les feuilles puis de les mettre au réfrigérateur. Et ça passe. Madoff s'en tire une fois de plus. Au début des années 2000, le voilà donc à la tête d'une fortune personnelle estimée à plus de 850 millions de dollars. Il possède plusieurs propriétés à New York, à Miami, mais aussi à Antibes sur la Côte d'Azur. Mais vous le savez, toute chose a une fin et un événement que personne n'avait prévu va précipiter la chute du roi de Wall Street. Nous sommes en 2008 et cette année-là, une crise sans précédent s'abat sur les marchés. C'est la crise des subprimes. Elle débute en 2007 quand les ménages américains à faible revenu ne parviennent plus à rembourser les crédits qui leur ont été consentis pour l'achat de leur logement. Les taux d'intérêt ont grimpé en flèche, ce qui entraîne de nombreux défauts de paiement, la chute des prix de l'immobilier et de grosses difficultés pour les banques à trouver de l'argent. Conséquence, la bourse de New York dévisse et en 2008, c'est le krach mondial. Chez les épargnants, c'est la panique. On se précipite auprès des organismes financiers pour récupérer l'argent qu'on a investi en bourse. Les clients de Bernard Madoff ne font pas exception. Ils sont des milliers à réclamer le fruit de leurs investissements. Sauf que, souvenez-vous, le financier n'a jamais rien investi. Alors, quand en décembre 2008, on le presse de rembourser 7 milliards de dollars, il en est bien incapable. Et pour cause, il ne les a pas. Sa cassette personnelle ne contient que 900 millions. La pyramide de Ponzi que Madoff a construite s'écroule en quelques jours, le 11 décembre 2008. Dos au mur, il réunit sa famille pour tout leur avouer. Le lendemain, ses fils le dénoncent au FBI et Madoff est aussitôt arrêté et écroué. À New York, des milliers d'épargnants prennent tout à coup conscience qu'ils sont probablement ruinés. Parmi les plus grosses victimes, on trouve un certain Thierry de Villehuchet, un gestionnaire de fortune français dont j'ai cité le nom tout à l'heure. L'escroquerie de Bernard Madoff lui a coûté la somme d'1,4 milliard de dollars. Il a non seulement perdu l'entièreté de sa fortune personnelle, mais aussi les millions que ses clients lui avaient confiés. Parmi eux se trouve Liliane Bettencourt, la femme la plus riche du monde. Acculé par les dettes et par la honte, il mettra fin à ses jours. De leur côté, les Madoff subissent une véritable descente aux enfers. Marc, l'aîné des fils, ne supporte pas la honte qui s'est abattue sur sa famille. Et le 11 décembre 2010, il se pend dans son appartement de Manhattan. Quant à Bernie, jusqu'à sa mort en 2021, il reste fidèle à lui-même. En 2017, au sein du pénitencier de Caroline du Nord, où il est incarcéré, il négocie à bon prix les boîtes de chocolat en poudre auprès de l'intendance. Puis, il les revend plus cher à ses codétenus. Vous le voyez, je ne vous avais pas menti, Bernard Madoff est bien le plus grand escroc de tous les temps.